On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'innovateur en chef du Québec. C'est un type originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puisqu'on parle de la ville, faisons un peu de potin politique avec notre analyste Philippe Lanier. On a parlé beaucoup de politique provinciale dans les dernières semaines à cause des élections, mais parlons aussi de politique municipale, parce que mine de rien, il y a presque un an aujourd'hui, on était en pleine campagne électorale. Il y a un nouveau conseil qui s'est établi, une nouvelle mairesse, beaucoup de nouveaux conseillers à Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, si on inclut la mairesse, c'est 8 nouveaux sur 13. Donc, beaucoup de nouveaux là, qui doivent s'acclimater au monde municipal. Bref, on va faire le tour de la question. Il y a quand même certains enjeux là, qu'on a vus et qu'on voit poindre à l'horizon. On en discute avec notre analyste Philippe Lanier, qui lui-même a été conseiller municipal à la ville pendant plusieurs années. 15 ans. De 98 à 2013, exactement. Comment tu trouves la première année du gouvernement ou de l'administration Bouchard? Bien, on voit que c'est un pouvoir qui s'installe, dans le fond. Beaucoup de nouveaux élus, comme tu l'as mentionné. La scène municipale a occupé quand même moins de place dans les médias, je dirais, parce que, premièrement, les chicanes sont disparues. Ouais. Ça, je pense que c'était le but premier du changement de régime, si on peut dire. Le climat s'est apaisé. Le climat d'harcèlement et tout ça, c'est terminé. Là. On peut dire que la mairesse réussit à maintenir l'ordre, la discipline, autant à l'hôtel de ville que sur son conseil. Il y a eu le départ de François Roy, on pourra peut-être en reparler tantôt. Mais nonobstant ce départ-là et le dossier des golfs qui fait un peu couler plus d'encre, dans l'ensemble, c'est un nouveau pouvoir. On ne voit pas beaucoup, je trouve, les conseillers dans les différents médias dans le Canada français. Peut-être qu'on pourrait les voir un peu plus. Mais ils s'installent, ils commencent, ils apprivoisent leur nouveau travail. Alors, ce serait, en quelques lignes, le bilan. De ce que j'entends, ce que je comprends, ou ce que j'entends, de la part surtout des conseillers seniors, ça demande un peu de patience parce que là, il y a beaucoup de nouveaux mondes. C'est normal, qui posent probablement beaucoup de questions. Je peux comprendre que pour un conseiller senior, ça peut retarder un peu peut-être certaines rencontres, mais ça, c'est un mal nécessaire. Bien, c'est parce qu'on ne peut pas s'improviser conseiller municipal. Il faut les accaparer, les dossiers, il faut les posséder. Puis ça ne se fait pas en criant lapin, là. Il y a des dossiers majeurs, là. Vous parlez des golfs, la réfection des infrastructures, les infrastructures sportives, tout le dossier de l'aéroport. Quand on est un nouvel élu et qu'on n'a pas nécessairement suivi de façon assidue la scène politique pendant les dernières années, bien, il faut comprendre comment ça fonctionne. Toute l'administration municipale, et comment fonctionne une administration municipale. Les élus doivent s'accaparer ces connaissances-là, doivent s'approprier ces connaissances-là. Dans cet environnement-là, qui est peut-être pas tant visible pour le public, il y a dans l'entourage de Mme Bouchard un attaché, qui est M. Patrick Barrière, qui ne porte pas encore le titre de chef de cabinet. Ça viendra peut-être quand la ville va passer le cap des 100 000 habitants, parce qu'il y aura un changement organisationnel. Qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu entends de la présence de Patrick Barrière dans l'entourage des élus? Ce que j'entends, c'est que je pense que le cabinet de la mairie, de la mairesse veut contrôler le message, veut savoir ce qui se dit. Maintenant, moi, les élus qui m'en ont parlé, moi, me disaient qu'ils étaient satisfaits de la façon dont ça fonctionnait. Maintenant, la relation avec les médias, ça, c'est peut-être autre chose. Il faudra voir comment... Je ne sais pas au quotidien comment l'attaché politique gère la relation avec les médias. Mais c'est important que le message se sache à l'interne. La mairie veut savoir ce que ses élus disent aux médias. Maintenant, il faut voir comment c'est géré tout ça. La ligne est mince entre être un facilitateur, ce qu'il essaie de faire et ce qu'il fait super bien, sans avoir l'air de vouloir contrôler ce que les élus disent. La ligne, des fois, tu sais, dans l'interprétation, et même surtout peut-être pour les conseillers plus vieux. La ligne, elle est très mince et la ligne avec les médias aussi, elle est très mince. Donc, ça prend une bonne attitude là, avec la presse pour être, comment je vous dirais, pour, contrôler un peu le message, mais en même temps, il ne faut pas que la presse non plus ait l'impression qu'on veut tout contrôler et qu'on ne laisse pas de liberté aux élus. Et c'est peut-être là qu'il faut voir comment ce volet-là est géré.
Mais ceci dit aussi, une autre chose qu'on entend, et moi je l'ai entendu à quelques reprises, c'est qu'il y a des élus qui en ont ras le pompon d'apprendre les nouvelles dans le journal. Et ça, je l'ai entendu à différentes reprises, des élus qui se disent comment se fait-il que les nouvelles, on ne les a pas avant que les journalistes le sachent. Ça s'est toujours fait, remarque. Même à notre époque, il y a toujours eu des fuites, des nouvelles qui coulaient. Mais là, ça semble être peut-être un peu plus systématique et il y a peut-être un élément à surveiller là. Bon. Soit par le chef de cabinet ou la mairesse, je ne sais pas comment c'est géré, mais ça, ce serait un volet à surveiller. Bon, tu en as fait mention dans l'introduction, la démission un peu étonnante de François Roy, qui est conseiller du district numéro 10, qui faisait partie de l'équipe Bouchard, qui, sous le prétexte des golfs, et de l'absence de référendum en vertu du PPU qu'on essaie de passer en ce moment, le programme particulier d'urbanisme. Donc, démissionne de l'équipe Bouchard. Pourtant, c'était un des conseillers probablement les plus discrets depuis l'élection. Je pense que Mme Bouchard elle-même a été surprise de ce départ-là. Oui, on ne l'avait pas vu venir. Ça semble être pour une question de principe, toute la question des golfs. Maintenant, ce que moi, j'ai hâte de voir, là, c'est l'évolution du cheminement de François Roy, parce que je ne suis pas certain que les opposants, les écologistes qui s'opposent vraiment au développement des golfs, est-ce qu'ils le considèrent comme un des leurs ou c'est pas clair, où il y a une méfiance à son endroit? C'est pas clair non plus. Mais c'est drôle parce que je l'écoutais au dernier conseil. Il essaie, je pense, de s'installer comme étant le chef de l'opposition. Il est intervenu sur 2 questions, sur une résolution sur des prêts à haut risque au centre d'aide aux entreprises. Il a demandé le vote là-dessus. Sur les parcomètres dans le centre-ville, il a demandé le vote là-dessus. Puis quand il parlait des golfs, c'est bizarre, j'avais l'impression d'entendre Alain Laplante qui disait « Touchez à rien. Le statu quo, il est très bien comme ça. Là. Arrêtez de vouloir jouer dans le dossier des golfs. C'est zoné récréatif. Puis s'il n'y a plus de golf, ben c'est tant pis, puis c'est de même. » Je dirais 2 choses. Peut-être, lui, il habite ce quartier-là où c'est son district qui est connexe. Donc, peut-être qu'il subit des influences des gens de ses voisins, de son entourage, de son district. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je vais te référer à un article du Canada français qui a été publié au moment de la démission de François Roy, où je pense que la journaliste, il me semble que c'était Mme McFarlane, lui demandait, mais allez-vous vous joindre à l'équipe... peut-être pas Laplante, à une autre équipe. Et de mémoire, il a répondu un truc du genre, si je joins un autre parti, ce sera le mien. Ce sera le mien. Oui. Alors, est-ce qu'il y a l'intention de se présenter à la mairie dans 3 ans? Parce que le temps, ça fait déjà 1 an. C'est l'impression que ça me laisse aussi qu'il veut probablement s'installer pour arriver ça. À ça. Là. Et les opposants au développement des golfs, ils ont leur organisation aussi. C'est un peu l'ancienne équipe Laplante, entre autres, qui est là-dedans. Qui est devenue Démocratie Saint-Jean. Exactement. Alors, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec 2 factions d'opposition à Mme Bouchard? Dont le chef provisoire est Denis Urtubise. Oui. Mais est-ce que la future chef de ce parti-là, c'est pas la conseillère, l'ex-conseillère municipale Marilyn Charbonneau, qui, j'ai regardé sur sa page Facebook, personnalité publique, elle fait des interventions occasionnelles, là. Elle revient dans l'actualité. Oui, c'est sûrement qu'il en tout cas, il faudrait lui demander à Mme Charbonneau, là, mais il y a peut-être une intention. Oui, j'en doute pas, tu vas être capable. Il y a sûrement une intention politique derrière ça. Puis moi, le commentaire que je ferais, parce que je suis allé comme observateur quand il y a eu la manifestation contre le développement des golfs. Moi, j'habite juste derrière, ça fait que c'est pas très loin, là. Et on est allé et on a vu qu'il y avait peut-être 200 personnes. Il y a un bon noyau d'organisation là-dedans. Mais je pense que leur défi à eux, ça va être d'élargir leurs interventions et de parler, oui, des golfs, mais de d'autres sujets aussi d'opposition s'ils veulent prendre de la visibilité dans les médias. Parlons des golfs. Puis, je l'ai dit à la mairesse il y a 2-3 semaines. Je salue son courage de vouloir s'attaquer à ça. Ça serait beaucoup plus simple de dire, comme François Roy, on ne touche pas à ça, c'est zoné récréatif, tant pis s'il n'y a plus de golf. Elle veut s'y attaquer. Bon, la Ville a besoin de revenus, la Ville a besoin d'impact nature. Y a-t-il quelque chose à négocier là qui serait acceptable socialement? Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est la stratégie pour y arriver. Ça, ce bout-là, il m'échappe. Même si la mairesse dit « Oui, mais ne vous en faites pas, au pire, on fera un référendum à la grandeur de la Ville ». Oui, ça, c'est la... Qu'est-ce que tu comprends de la stratégie de Mme Bouchard dans le dossier des golfs? Bien, je suis un peu comme toi. Je ne sais pas où ils veulent en venir avec ça, parce que là, l'impression que ça donne, c'est que la Ville veut retirer des pouvoirs de consultation aux citoyens. C'est peut-être pas ça, mais ça laisse cette perception-là plane, enfin. Avec le PPU. Avec le Avec PPU. un sondage en plein été. C'est ça, le sondage en plein été. Bon, maintenant, je pense que la façon de
comme tu l'as un peu dit, peut-être que la Ville pourrait faire un retour par en arrière et dire, finalement, on n'est pas obligé, mais on va le soumettre mais par référendum. Matin, là, Mme Bouchard a tient un référendum à la grandeur de la Ville. Là. Puis disons qu'elle gagne. Disons que 70 du monde sont favorables à son projet. En passant, ce qui n'est pas certain, hein? Parce que moi, je pense que s'il y a une mobilisation de mouvements écologiques, ils peuvent bloquer le projet, mais il faudrait voir aussi quel serait ce projet-là. Quel serait le projet? Est-ce que ça va être un projet de maison écologique avec des toits verts? On ne connaît pas le projet. On le connaît pas. Alors, c'est ça l'affaire. c'est ça. OK, mais demain matin, il y a un projet. Ouais. Demain matin, elle fait un référendum. Demain matin, elle gagne. Oui. Ça va la légitimiser dans son affaire. Ça lui donnerait une légitimité. Et de l'autre bord, ça va pouvoir dire au groupe Morin, propriétaire des légendes, de dire, regardez, là, moi, ça, c'est le mandat que j'ai de la population. Donc, c'est ça ou rien. Oui. Et à contrario, si le référendum devait être défait, ça réglerait le dossier pour elle, parce que là, elle dirait, il n'y a pas l'acceptabilité sociale, donc on enterre le projet. Peut-être que ça va finir comme ça. Et l'autre question, est-ce qu'elle est obligée de le tenir à la grandeur de la ville, ou elle pourrait dire, moi, je vais le tenir dans les zones... Elle a dit à la grandeur de la ville. C'est ce qu'elle a dit. Mais elle n'a pas l'obligation. Mais en même temps, là, puis j'écoutais Sébastien Godette, conseiller de Saint-Edmond-Saint-Lucien, au conseil du 23 août, puis il l'aurait dit ici la semaine passée. Il a dit, écoutez, moi, là, je veux bien là, les parcs nature, puis qu'on achète la pinède à l'île Sainte-Anne. Je veux bien, là. Mais moi, je représente des citoyens qui sont dans le cœur de la ville. Qui ont de l'eau dans leur sous-sol. Qui ont de l'eau dans le sous-sol. Fait qu'avant qu'on sorte une pièce pour acheter ces terrains-là, il faut voir que mon monde soit d'accord. Mais ça, c'est peut-être un autre élément. Peut-être que la réalité du terrain va rattraper les conseillers, les nouveaux. Là. Parce qu'avec l'expérience qui rentre pour eux, ils vont s'apercevoir qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Les rues, la réfection, les infrastructures sportives. Peut-être qu'ils ne voudront pas investir dans les golfs. J'ai un nouveau conseiller qui m'a dit, sous le couvert de l'anonymat, il dit, moi, là, j'en ai rien à cirer des golfs. Par solidarité, je vais le défendre. Ouais. En même temps, là, pourquoi moi j'irais au bâton pour défendre quelque chose qui n'a pas d'impact dans mon district? Puis au contraire, les citoyens vont dire pourquoi vous mettez de l'argent là-dessus? Exactement. Alors, c'est possible que la réalité fasse que les élus ne veulent plus aller de l'avant. Maintenant, comment reculer dans un dossier comme ça? Peut-être avec un référendum qui serait. Je parlais de Sébastien Godette il y a 2 secondes, là, mais je reviens à la campagne électorale, le fameux dossier de l'aéroport. Depuis l'élection, en tout cas, les riverains de l'aéroport, je les entends plus. Donc, il faut croire que le bruit n'était pas si pire. En même temps, Godette, c'est quand même pas mal introduit comme étant un pro-aéroport. Et il a été élu contre M. Boucher. Absolument. J'ai l'impression que ce dossier-là est en train de... Il n'y a plus de controverse. Il y a eu un OBNL qui a été créé où on va déléguer la gestion de l'aéroport à l'OBNL. Mais en même temps, il faudra voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'il y aura des propositions? Si ça ne bouge pas plus que ça bougeait, les riverains se plaignent peut-être moins. Mais effectivement, on n'entend plus grand-chose. 2 sujets rapides en terminant qui vont peut-être un peu ensemble. Logement abordable, il n'y en a pas. Puis là, on ne sait pas trop pourquoi. On comprend que ce n'est pas la Ville, puis on comprend que ce n'est pas le député qui remplisse les formulaires. Là, c'est un organisme. Je vous avoue qu'il y a eu une gaffe là-dedans. Là. Je ne sais pas de qui. Là, je veux dire, pour une formalité qu'on est votre disqualifié. projet est rejeté parce qu'incomplet. Sauf qu'ultimement, c'est la Ville puis le député qui en paie les frais de ça. Là. C'est les citoyens. Citoyens, mais je veux dire... Ouais. Politiquement, j'entends... Non, honnêtement, ça paraît très mal. Et moi, je ne comprends pas pourquoi. Puis là, je ne suis plus aux affaires, mais à l'époque où on était là, il y avait un organisme, le Groupe Alternative Logement, avec M. Bouchard, qui remplissait ces demandes-là et qui complétait ça. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais la perception n'est pas bonne. Là. Il y a quelqu'un qui a échappé la rondelle. Il faut quelqu'un qui corrige le tir. Le dernier sujet qui vient un peu avec ça, puis c'est un problème dans le Vieux-Saint-Jean, c'est l'itinérance. Majeur. Là, on veut mettre la maison, le centre de jour sur Boutier, là, dans le bout de l'ancienne taverne des sports. En attendant que la maison Boutier soit prête. Puis, tu sais, là, c'est la police qui est pris avec ça. C'est les élus qui sont pris avec ça. C'est le problème de personne puis de tout le monde en même. Et je peux vous dire, moi, pour habiter le centre-ville, c'est un problème qui est réel, là. On voit le problème, on entend aussi, les policiers sont souvent obligés d'intervenir. Il n'y a pas de solution miracle. Les villes, même Saint-Hyacinthe, a des itinérants à Québec où il n'y en avait pas avant, des personnes qui vivent en situation d'itinérance. Et je pense que ça prend... il va falloir que la ville réagisse vite, là, parce que c'est les citoyens qui vont être tannés. Philippe Larnier, toujours un plaisir. Pareillement. Invite-moi, je vais revenir. Il va sûrement avoir de quoi. On n'a même pas eu le temps de parler du 40 km/h. Non. Où Jean Fontaine et Mélanie Dufresne étaient contre. On votait contre. On votait contre. Effectivement. Et on dit que c'était pas dans le programme de l'équipe Bouchard. L'usage nous dira ce qu'il y en est. Exact. Merci, Salut. Éric. Reste avec nous. On va revenir après ceci.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Il est l'innovateur en chef du Québec. Il est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu et au cours des prochains jours, il sera aussi beaucoup à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est Luc Sirois. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Qu'est-ce que c'est l'innovateur en chef du Québec? Écoute, C'est tout un titre. Dans oui, un tout CV, un ça titre. frappe. Là. Écoute, Ouais. au Québec, vous savez, depuis 10 ans, on a un scientifique Oui, en chef. tout à fait. Ça, j'ai vu C'est ça. extraordinaire. Aimé Quirion propulse l'innovation, mais propulse la recherche fondamentale, la recherche. Et là, au Québec, on s'est vraiment démarqué de ce côté-là. Là, l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on pourrait maintenant regarder du côté de l'innovation, inventer des choses, commercialiser des découvertes, amener des nouveaux produits au marché, faire que les entreprises puis que la société en général soit plus innovante. Fait que, ils ont créé le rôle d'un innovateur en chef pour faire en sorte que ça arrive. Bon. Au cours des prochains jours, en fait, les 4 et 5 octobre, donc cette semaine, ce sont les rendez-vous de l'innovation du Québec. Et vous êtes de passage en Montérégie, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, quelle est l'importance de cet événement-là dans l'année? Bien, c'est un événement ici pour toute la région de la Montérégie pour vraiment remettre l'innovation à l'agenda, rappeler aux entreprises l'importance d'innover, s'éduquer sur le comment. Parce que, vous savez, ce qui est étrange, c'est que les entreprises trouvent ça un peu mystérieux, l'innovation. Hein? Bon. Et le font peu. Le font peu comparé aux autres provinces, le font peu par rapport à d'autres nations. Donc, c'est important de stimuler ça, que nos entreprises créent des nouveaux produits, adoptent les nouvelles technologies, deviennent plus productives, créent de la richesse, puis créent de l'impact dans la région. Donc, un événement comme celui-là, c'est pour remettre cet impératif-là d'innover à l'agenda, puis de montrer un peu comment, de montrer le pourquoi, puis de donner des ressources, des exemples. Il y a beaucoup de financement. Il y a beaucoup d'organismes qui peuvent aider les entreprises à développer, faire de la R&D, créer des nouvelles choses. Et ça, c'est peu connu. Fait qu'un événement comme ça va le faire connaître. Bon, cet événement, ce rendez-vous, donc les 4 et 5 octobre au Collège militaire royal de Saint-Jean, tout juste derrière nous. Donc, vous allez prononcer la conférence d'ouverture, la révolution de l'innovation pour l'avenir de nos régions. En gros, vous allez communiquer quoi? Bien, tu sais, ce qui est vraiment important, on se rend compte que tout le monde veut être la Silicon Valley. Tout le monde veut être le grand hub d'innovation internationale où il va se créer plein de start-up, plein de nouvelles petites entreprises techno, puis que ça va créer un boom de développement. On pense aussi à comment des start-up peuvent adresser les grands problèmes de société, la lutte au changement climatique, le vieillissement de la population, inventer toutes les nouvelles choses. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui fait vraiment une différence, puis toutes les nouvelles tendances sont dans cette ligne-là, c'est que c'est les entreprises qui sont déjà chez nous, les entreprises qui sont déjà établies, qu'on doit transformer en entreprises innovantes. On doit les aider, elles, à trouver des niches, trouver des secteurs, des nouveaux produits qui vont pouvoir créer, qui vont faire qu'elles vont grandir, vendre à l'international, croître vraiment beaucoup. Et c'est ça qui fait dans une région, on fait une révolution. C'est ça qui fait que nos entreprises peuvent devenir prospères puis rayonner. Parce que nos entreprises est déjà établies, elles partent pas. Elles ne vendent pas non plus tout à coup, boum, et pour que les individus puissent s'enrichir rapidement. Non, elles sont là pour rester, elles sont là pour créer des emplois, puis elles sont là pour rayonner dans la communauté. Ce qui me fascine parfois dans l'innovation, puis je fais un aparté, mais je regarde, par exemple, l'émission des Dragons à Radio-Canada. Oui. Souvent, il y a des inventeurs qui inventent des belles choses, mais qui ne sont pas nécessairement de bons gestionnaires ou de bons vendeurs. Donc, c'est pas parce qu'on est un inventeur qu'on est... Non, mais c'est vrai, tu sais, quelqu'un qui va inventer un truc super utile, mais qui est zéro en vente. Fait que, bref, on peut avoir une bonne idée, mais... Encore pire quand quelqu'un invente quelque chose de super, pas utile. Oui. Ça, donc, c'est quand on peut inventer quelque chose d'utile, puis avoir quelqu'un qui va être capable de le mettre en marché là, et de le commercialiser. C'est tellement bien dit. Puis,
mes grands maîtres puis mes grands mentors me rappellent souvent, l'innovation, ça se mesure pas en brevet, par exemple, ça ne mesure pas en ce que tu as inventé, mais ça se mesure en part de marché ou en impact sur la société. Donc, de créer... Puis même les grandes définitions classiques là, du manuel d'Oslo en innovation, les définitions de l'OCDE sur l'innovation, ils le précisent beaucoup. Là. C'est une nouveauté, souvent issue de la technologie, mais qui va être adoptée puis qui va générer un impact. Oui. Et ça me fait penser, j'avais reçu ici en entrevue il y a quelques années un monsieur de Carignan qui avait inventé l'espèce de truc qu'on achète à la SAQ pour mettre dans les bouteilles quand on vient pour verser, pour pas que ça... Il avait utilisé ça parce que dans les restaurants, parfois, ça éclaboussait un peu avec les gouttes de vin. Mais le monsieur, évidemment, a fait pas mal de millage avec ça. Là. Donc, des fois, il s'agit de savoir ce qu'on invente puis ce que ça va donner ultimement. Ben oui. Puis là, tu vois, on parle d'invention, mais l'innovation, c'est pas juste l'invention. Pas juste l'invention. Non. Souvent, les gens, ils l'oublient, mais d'améliorer les choses dans son quotidien, d'être un entrepreneur dans sa propre entreprise, dans sa propre organisation. Puis on l'a vu dans le secteur de la santé. C'est important d'améliorer comment les choses se font. C'est améliorer l'expérience client, le flow du travail, les procédés. Ça, c'est un aspect important. Puis ça peut se faire avec la technologie. Hein. Des fois, on adopte des technologies numériques ou dans les usines, on se numérise, on s'automatise. Mais des fois, c'est juste dans des façons de faire différentes qu'on peut faire toute une différence. Il faudrait que quelqu'un aide notre gouvernement, surtout son ministère de la Santé qui envoie encore des fax, à essayer de faire une petite mise à jour. Ça prendrait pas mal d'innovation dans le réseau de la santé pour se mettre à jour dans les communications. Ça fait quelques années qu'on est là-dessus, là, les révolutionnaires de l'innovation en santé en particulier, là, on est bien d'accord. Ouais. On parle de changement climatique. Est-ce que là aussi, l'innovation peut faire son bout de chemin? Bien, ça, c'est une excellente question. Là, il y a justement les deux aspects d'innovation. La lutte au changement climatique, c'est la lutte au carbone. On doit éliminer le carbone, les hydrocarbures dans toutes les sphères de la société. On pense au transport, mais c'est aussi dans la production, dans l'agroalimentaire, dans la construction, dans le chauffage, la climatisation, dans les matériaux, les plastiques et tout ça. Pour chacun de ces secteurs-là, il y a déjà des technologies qui existent. Alors là, c'est une question de les adopter puis de les intégrer. Fait que ça, c'est de l'innovation de procédés, c'est une façon de changer nos façons de faire. Mais il y a des technologies qui manquent. Bien, par exemple, les choses qui existent, les voitures électriques, il y a un impact dans leur fabrication, on va y revenir dans une minute, mais pour éliminer l'émission du côté de transport, c'est des solutions qui existent. Et là, il faut changer nos façons de faire, changer nos habitudes, changer les procédés, changer comment on alimente ces voitures-là pour arriver à adopter les innovations. Mais il y en a beaucoup de domaines, comme les matériaux, changer des plastiques, changer comment on fabrique les choses, où là, on doit inventer des nouveaux procédés, on doit inventer des nouveaux matériaux, on doit inventer des nouvelles choses, et ça, c'est de l'innovation pour arriver à fermer complètement le gap. Vous parlez de véhicules électriques, je me dois de poser la question, parce que vous abordez le sujet. Beaucoup de gens sont déchirés en ce moment entre aller vers une voiture électrique en se disant, bien, là, on est dépendant aux énergies fossiles qui ne sont pas éternelles, puis en même temps, c'est produit ailleurs dans le monde. Bon. Et c'est très polluant. Puis de l'autre bord, on se dit, OK, mais là, quand on achète un véhicule électrique, est-ce que c'est si vert qu'on le pense à cause des batteries, à cause des matériaux que ça prend pour les batteries? Et tout le cycle de vie, oui. Oui? Oui, bien, c'est sûr qu'il faut regarder le cycle de vie au complet. Puis pour des gens qui investissent sur le long terme, puis qui arrivent aussi on va miser sur le recyclage des batteries, le lithium, les terres rares, les matériaux, les métaux dans les batteries éventuellement, ça sera le recyclage de ça va être une des sources importantes pour la fabrication future. Donc là, c'est sûr qu'on fait un peu un pari sur le futur. Il faut penser à d'autres solutions. Il y a la voiture électrique, donc ça, c'est de remplacer un pour un. Il y a le transport commun, le transport actif. Et là, il y a beaucoup aussi de changements de façon de faire à faire en société. Parlez-nous un peu du Conseil de l'innovation, parce que vous êtes comme l'innovateur en chef, mais quel est le rôle que joue le Conseil de l'innovation? Bien, le Conseil de l'innovation, c'est d'abord un groupe de sages. Et je faisais référence à ces mentors qui me donnent des perspectives sur l'innovation. Bien, c'est des gens beaucoup issus de l'industrie, des institutions, des gens qui sont extrêmement innovants, des gens qui servent le public. C'est sous la présidence de Mme Sophie Damour, la rectrice de l'Université Laval, qui a une bonne perspective, évidemment, de la recherche académique, du développement du savoir, mais aussi de l'industrie. Elle avait fait ses preuves dans l'industrie forestière, comment développer des nouvelles façons de faire des innovations dans le domaine forestier, où il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et donc, ces gens-là ont la première vocation de conseiller le gouvernement sur les politiques publiques, les changements à faire pour être plus innovants.
On l'a fait l'année passée avec le travail sur la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation, la SQRI2. Ça a été publié par le ministre au printemps, et c'est le grand plan d'action des prochaines 5 ans auquel on a pu contribuer en consultant les entreprises, le milieu, puis en amenant des nouvelles idées. En terminant, parlez-nous un peu, je disais tantôt, vous êtes originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vois même que dans les années 80, vous avez été nommé jeune scientifique de l'année au Québec. Vous avez organisé plusieurs expos-sciences. Vous étiez à quelle école? Ah ben moi, j'ai été à l'école Saint-Eugène, dans Saint-Eugène, l'école Le Boutillier, l'école secondaire Beaulieu et le cégep de Saint-Jean. C'est les belles années de ma jeunesse. Et tu sais, la piqûre a été, entre autres, déclenchée ici à la bibliothèque de Saint-Jean. Quand elle était dans l'édifice sur la rue Saint-Jacques, le vieil édifice patrimonial, j'avais découvert là un livre qui expliquait aux jeunes comment fabriquer des choses, des objets électroniques. Moi, ça avait tout changé. Parce que l'expo-science à l'école Beaulieu, qui s'appelle Joséphine d'Endurant aujourd'hui, c'est encore une expo-science qui est très bien organisée, là, qui a beaucoup d'ampleur. C'est l'expo-science humaine. Puis à l'époque, Jacques, le professeur, et Suzanne, notre professeure de mathématiques, organisaient ça. Puis c'était démesuré. Puis ça donnait le goût à tous les jeunes d'apprendre, de montrer leur savoir. Et c'est ça qu'il faut faire encore aujourd'hui. À Saint-Jean, c'est probablement un des endroits, ça a été le plus extraordinaire. Tu as parlé du Collège militaire. Les expos sciences Hydro-Québec régionales ont lieu souvent là. C'est fantastique de pouvoir faire ça pour les jeunes. Luc Sirois, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, innovateur en chef du Québec, donc sera présent au rendez-vous de l'innovation cette semaine, 4 et 5 octobre au Collège militaire de Saint-Jean. Merci beaucoup, bonne chance. Merci beaucoup de l'accueil. Merci, à bientôt. Restez avec nous. On vous revoit après ceci. Samedi 15 octobre, activité décor sur céramique au musée du Haut-Richelieu. Il y a 2 plages horaires possibles, en matinée ou en début d'après-midi. Si vous avez de l'intérêt, vous devez bien sûr vous inscrire. Ça peut être une belle activité familiale, surtout à l'aube de l'Halloween. À demain. Bye bye.